soyez les bienvenus au labo. J'ai l'impression que d'année en année, vous êtes plus nombreux et ça fait plaisir. Ça montre à quel point la formule finalement fonctionne bien. Alors l'idée, vous la connaissez, hein, maintenir le dialogue, tenir le cap. Maintenir le dialogue, ça, je pense que la Fédération du bâtiment sait bien faire, la FRTP aussi, et je salue son vice-président. Le dialogue, pour ça, tout le monde sait faire, ou à peu près. Merci à Caroline Janvier et à Stéphanie Ries, nos deux députés qui nous font l'honneur de leur présence. Maintenir le cap dans le cadre des travaux publics du BTP, c'est peut-être un peu plus difficile en ce moment. Ça secoue un peu, hein. Président, vous qui êtes marin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il s'agit en tout cas de confronter la vision des acteurs. C'est ce qu'on va faire dans ces marchés qui sont un peu difficiles. 2 tables rondes à vous présenter aujourd'hui. Une première table ronde qui réunira les bailleurs, les constructeurs, les promoteurs, les donneurs d'ordre, et puis une autre table ronde avec les collectivités, les représentants des Comcom, Métropole, il y aura le représentant de la SEMDO, etc. Pour voir. Alors l'idée n'est pas de taper sur les épaules et sur la tête des uns et des autres. On sait quel est le contexte actuel. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'être constructif et de voir quelles sont les idées des uns et des autres, et puis essayer de vous donner à vous, qui êtes chef d'entreprise pour la majorité d'entre vous. Vous avez entre vos mains le catalogue, j'allais dire, des grands travaux et des grands chantiers qui vont être entamés durant cette année 2024-25 et même pour certains un peu plus encore, car ce sont des gros chantiers, on va en parler. Donc on va pas refaire le catalogue, vous savez lire. En revanche, pour faire avancer les choses, comment fait-on ? Quelles sont les idées qui émergent entre le ZAN, le PTZ, les prix qui augmentent des matériaux, le livret A, etc. Enfin bref, tous ces éléments de conjoncture que vous connaissez par cœur, on va pas les développer plus que ça, mais on va essayer d'être constructif. Pour ouvrir cette manifestation, c'est la 6e d'ailleurs, 6e manifestation des travaux loiretains. À mes côtés, Erwan Croix-Marie, président de la Fédération française du bâtiment Loiret. Merci, présidente, pour cette organisation. Et à vos côtés, Alan Le Calvez, vous êtes président de la FRTP du... Oui, mais vous êtes président du 41. Laissez-moi finir ma phrase. Ça y est, top, j'en ai pris une. Vous êtes donc président de la FRTP du Loir-et-Cher et vice-président de la FRTP du Loiret. Et vous êtes accompagné, parce que je l'ai vu tout à l'heure, de Frédéric de Azevedo, qui lui est président de la FRTP Centre Val de Loire. Loiret. Tout simplement. Parfait, merci. Bien. Beaucoup de sujets à traiter. Erwan Croix-Marie, lorsque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au vœu ici même, que vous présentiez il y a quelques semaines au chef d'entreprise du bâtiment, mais pas que. On a senti une ambiance qui était un peu à l'inquiétude, pas vraiment au beau fixe. Loïc Chapeau, qui est le directeur des affaires économiques de la FFB nationale, nous a fait un cours d'économie absolument brillantissime. Et je regardais du coin de l'œil le directeur de la Banque de France qui était là et qui en perdait pas une goutte. Aujourd'hui, il a été plutôt cash, c'est votre habitude aussi. Sans revenir sur ces éléments de détail, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de dire de cette ambiance ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Pas celui-là. Là, ça doit être mieux. Merci à vous tous d'être présents. Comme tu l'as dit, vous êtes nombreux et c'est toujours un plaisir de vous avoir autour de nous. Alors, tu as dit quelque chose qui me pose un peu problème. Il faut taper sur la tête de personne, c'est ça ? Donc, c'est pas obligatoire en tout cas. Ah bon.
Non, c'est pas le style du bâtiment, ça c'est clair. Par contre, il est vrai que lors de nos vœux, on a eu des messages d'inquiétude que j'ai relayés et que Loïc a relayés sur un point de vue plus global et plus national. Et malheureusement aujourd'hui, et je vais commencer par quelques chiffres et quelques remontées, parce que sans refaire le discours des vœux bien évidemment, mais rappeler l'environnement qui reste toujours très complexe et qui nous inquiète particulièrement. Évidemment, le point de départ de notre inquiétude et du coup de frein important dans la construction, c'est le logement neuf. Un sujet qu'on a énormément débattu. On a, alors, quelques chiffres très rapides, parce que ça donne quand même, ça rappelle en tout cas l'environnement. On a sur un an glissant presque 30% de mise en chantier de logements en moins, donc au niveau départemental. Donc forcément, 30% d'activité en moins, ça se ressent évidemment. Sur des besoins de logement qui sont estimés par l'USH de plus de 500 000 logements, alors au niveau national, 517 000 je crois leur estimation, et nous avons fait l'année dernière en 2023 286 000 logements. Donc autant dire qu'on est loin du besoin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il y a deux problématiques. Il y a la problématique de loger les gens, tout simplement. C'est-à-dire, enfin tout simplement, qui est quand même le point de départ. Pourquoi on construit? C'est quand même pour loger nos concitoyens. Aujourd'hui, on ne répond pas à la demande. Et évidemment, la conséquence qui nous concerne, c'est l'impact économique sur nos métiers. C'est que quand l'activité freine, les entreprises qui ont l'habitude de s'adapter, elles l'ont montré ces dernières années, au vu des difficultés et des différentes crises que l'on a eues, ne peuvent pas non plus réagir à des arrêts aussi rapides ou des coups de frein aussi rapides de l'activité. Donc qu'est-ce qu'on a eu si rapidement on regarde les sujets? Le Pinel et l'annonce de l'arrêt du Pinel est le premier coup de frein qui en fait, comme on peut l'imaginer de toute façon, mais un coup de frein très fort à l'investissement privé, qui représente environ 57% de la construction de logements. Donc ça c'est 2024, décembre 2024. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que les projets commencent à être bloqués. Alors, il y a d'autres raisons qu'on va évoquer aussi. Donc on a ce premier point qui en plus n'est pas suivi de réponse. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant presque un an, il y a eu des réflexions avec nos instances sur si on arrête ces aides fiscales qui, c'est vrai, finalement à chaque ministre change et qu'on veut donner un petit peu plus de visibilité dans le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? On a réfléchi au statut de bailleur privé, il n'en est rien sorti du tout. Et on arrive à une situation où on dit, bon allez, l'aide fiscale, on arrête, on n'a pas d'argent, et en face, finalement, on verra bien. Et on verra bien, on le voit aujourd'hui, les défaillances d'entreprises augmentent, les projets ne sortent pas, et finalement, ce que l'on avait déjà soulevé depuis maintenant presque une année, allez, un peu plus de 6 mois, arrive sur le terrain. On a, dans les sujets qui freinent aussi et qui font mal, l'évolution du PTZ, le prêt à taux zéro qui a existé pendant des années, qui avait le mérite d'exister, mais qui était là à une époque où les taux d'intérêt n'étaient pas très hauts. Donc ça permettait de gagner un peu, mais les différences n'étaient pas énormes. Les taux d'intérêt remontent, on est autour de 4%. Le prêt à taux zéro est complexifié, avec un recentrage local qui retire, alors à peu près, je ne veux pas vous dire de bêtises, à peu près 90% quand même du territoire et 60% des ménages qui ne deviennent plus éligibles au PTZ. C'est-à-dire que c'est une aide, en tout cas cet encouragement à la construction qui est présente au moment où, je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais en tout cas une fois de plus, la différence de taux n'est pas énorme, et au moment où elle devient vraiment nécessaire, on l'a complexifie, en tout cas on l'a durci, et donc on est sur des points qui sont assez difficiles à comprendre pour nous, et quand je dis assez difficile, c'est quand on ne sait pas où on va, en tout cas quand le bâtiment, clairement, on ne sait pas où le gouvernement veut aller, c'est quand même très compliqué de réagir. Et aujourd'hui, on est encore dans l'expectative, on se dit mais pourquoi ces décisions? Je rappelle un chiffre qui est intéressant, et puis je vais pas être plus long, mais les prélèvements sur le logement en France, c'est 97 milliards. En face, les dépenses publiques qui sont mises, les aides, sont de 42 milliards. Donc ça veut dire que d'un point de vue macroéconomique, de la même façon, on ne comprend pas l'intérêt du gouvernement de freiner la construction.
on fait des logements pour des citoyens qui en ont besoin, on a des recettes fiscales qui sont rentables, et pourtant on met un gros coup de frein. Donc effectivement, tout ça nous amène à être assez pessimiste parce qu'on ne voit pas la sortie du tunnel et on ne comprend pas non plus la logique du gouvernement. Question de communication donc de la part du gouvernement, manifestement. Pour vous, dans les travaux publics, Alain Le Calvez, vous avez vous aussi des sujets qui vous inquiètent aujourd'hui. Avant d'évoquer ces sujets-là, comment est-ce que vous avez ressenti la fin de 2023 et les perspectives que vous avez pour 2024 là ? Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Concernant l'activité, c'est vrai que comme le disait Erwan, on a ressenti un ralentissement au dernier trimestre 2023, après en fonction de l'activité de nos adhérents, parce que les travaux publics sont multimétiers, il y a la route, la canalisation, les ouvrages d'air, le terrassement, le rail, donc c'est vrai que c'est en fonction des typologies, vous avez des activités différentes, mais on a quand même ressenti globalement ça s'est freiné au niveau du dernier trimestre. Au début d'année, cette latence se continue et après certaines activités nos collaborateurs qui sont liés au lotissement, au bâtiment, ils ressentent un gros frein au niveau de l'activité. Et un autre point aussi qu'on a actuellement, c'est la difficulté de mise en route des chantiers que l'on peut avoir en carnet de commandes mais qui ont du mal à démarrer et qui freinent notre activité. Ça fait que pour plusieurs d'entre nous, je pense que les collègues qui sont présents aujourd'hui, on peut avoir un peu d'activité, mais les chantiers ne démarrent pas, on a un trou d'air et on a du mal à occuper nos équipes en ce début de trimestre 2024. Donc voilà, un peu la chose au niveau de l'activité, de la conjoncture pour les travaux publics au niveau loretain. Vous avez une idée de ce qui fait que ça ne démarre pas ? Non, il y a plusieurs sujets. En fonction, si c'est des marchés privés, il peut y avoir des blocages de X ou Y. Et les marchés publics aussi, certains ont des blocages pour diverses raisons. Administratifs, problématiques X ou Y, mais c'est multi-raisons. Alors, dans le bâtiment, il y a quand même des marchés porteurs, notamment la rénovation, l'isolation, l'environnement. Tout ça fait que, en particulier les collectivités locales tirent le marché vers le haut. C'est un peu ça ? Oui, alors dans les points positifs, la commande publique reste très présente et reste active. On a eu, et pour dire clairement les choses, une inquiétude après le plan de relance qui a vraiment soutenu la filière de la construction. Une inquiétude, c'est que l'investissement public freine parce qu'il y avait eu un gros engagement de l'État et cette commande publique, d'une façon générale, est restée dynamique. Donc là, on sent un vrai soutien de l'État par toutes ces instances publiques, de garder une dynamique de construction. Tu évoques la rénovation énergétique, qui est évidemment un des sujets du moment, des sujets comme le décret tertiaire pousse les entreprises à rénover, donc il y a une dynamique intéressante. Et sur ce point, on a une nouvelle donne qui arrive et qui de la même façon nous surprend. Alors, c'est ciblé sur les particuliers et les citoyens qui veulent faire de la rénovation sur leurs biens avec l'aide de MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', il y a eu pas mal de... C'est difficile d'être au courant parce que tous les jours, ça change un peu. Et tous les 2 jours, j'exagère, c'est tous les 3 jours. MaPrimeRénov', on a un mécanisme qui pousse les citoyens à faire de la rénovation de leurs biens. Et on a un système qui marche bien, qui amène une dynamique et que l'on change en début d'année. Avec 2 aspects importants. Une volonté de faire de la rénovation globale. L'idée étant plutôt plaisante sur le papier de dire mais si on veut faire de la rénovation énergétique, il faut aller vite. Donc on va pas faire des petites bribes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les monogestes, des travaux, je change un type de travaux, je fais une rénovation plus globale et je l'accompagne plus. Quand je dis je l'accompagne plus, l'État, je mets plus d'argent. Sur le papier, c'est très intéressant. Si ce n'est que sur le terrain, en fait, ça a arrêté complètement la mécanique. Pour 2 raisons. La première, c'est cette incertitude de bien comprendre les mécanismes, parce que il faut rentrer dans le bouquet de travaux, ça reste assez complexe. Bon, on est en France, faut pas l'oublier. Donc, quand on fait quelque chose, en général, il y a quand même une certaine complexité. Et un deuxième sujet, c'est que cette importance de travaux, elle fait que même s'il y a une prise en charge plus importante, il y a un reste à charge plus important. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une tranche de la population que l'on sort du dispositif. Et pour couronner le tout, on invente un système qui nous paraît un peu discutable, avec une tierce personne qui viendrait faire les audits,
mon accompagnateur rénove. Une fois de plus, sur le papier, ça nous surprend un peu, mais pourquoi pas? Sauf que les accompagnateurs rénov' ne sont pas formés aujourd'hui, il y en a 6 sur le Loiret. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui est spécialisée sur la rénovation énergétique du particulier, qui a un carnet de commandes en général de 2-3 mois, parce que c'est quand même des chantiers à court terme, mais allez, 2-3 mois, début janvier, on a des entreprises adhérentes qui ont 2 semaines de travail devant elles. Donc on a mis un coup de frein incroyable, et quand on remonte ce message-là au gouvernement en disant mais ce que vous avez écrit, c'est peut-être intéressant, ah oui c'est intéressant, regardez, en plus on a prévu tous nos flyers, on dit oui mais sur le terrain ça marche pas. Donc si ça marche pas sur le terrain, quel est le plan B? Il n'y a pas de plan B. Donc on est une fois de plus sur, j'ai parlé du logement neuf tout à l'heure, sur la rénovation énergétique, et une fois de plus il y a de belles choses qui sont faites, mais les décisions qui sont prises qui sont particulièrement difficiles à comprendre, et surtout, et finalement dans les messages qu'on passe aujourd'hui, c'est que si on change les règles, on demande à ce que les résultats soient regardés de façon très rapide, et que l'on corrige si on s'aperçoit que les résultats ne sont pas là, quelle que soit quelque part la pertinence de l'idée de départ. Alain Le Calvez, vous concernant dans les travaux publics, on a à voir la quantité de chantiers qui sont ouverts ici et là, on a un peu tendance à se dire, ça a l'air de vachement bien marcher pour eux. Je pense à la déviation de Jargeau, je pense à les aménagements urbains ici ou là. Il est vrai qu'il y a des gros projets structurants sur le Loiret. Après, on a une multitude d'entreprises, de la petite PME au major, donc il en faut pour tout le monde. Un gros projet structurant n'est pas forcément ne peut pas toucher toutes les entreprises du Loiret. Donc on a vraiment besoin de l'activité pour toutes nos entreprises. On est aussi lié très fortement à la commande publique. En moyenne, on est à 70% de notre activité est liée à la commande publique, donc on a vraiment besoin de vous aujourd'hui ici présents pour continuer à avoir une visibilité et donc continuer à embaucher et continuer à pouvoir faire vivre nos salariés. Donc c'est un sujet qui est très important pour nous. Vous avez quelques messages à faire passer malgré tout. On vous entend régulièrement dans les médias. Alors il y a le GNR, il y a un petit sujet, voilà, petit sujet. Vous avez quelques sujets tout de même. Petit sujet qui est repris par le président national, monsieur Alain Grisot, président de la Fédération nationale des travaux publics, concernant la nouvelle annonce du gouvernement par rapport au GNR et la compensation financière qui sera faite pour les entreprises de moins de 15 salariés. Donc voilà, ça touche aussi, je pense, les entreprises du bâtiment. On est tous les deux on est porte-parole tous les deux de ce projet-là. On considère que c'est une distorsion de concurrence parce que 15 salariés, une entreprise qui a 14 salariés ou une entreprise qui a 20 salariés vont répondre au même marché public. Donc pourquoi certaines auraient une exonération et pas d'autres, et ça recrée une niche dans la niche, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, et c'est un peu surtout qu'il y avait eu une négociation de fait sur un lissage sur 7 ans de la réduction du côté GNR, et parce que derrière on n'a pas de plan B pour alimenter en carburant nos machines, donc voilà, on est obligé de passer par là, donc c'est un sujet un peu, voilà, une petite remarque qu'on voulait faire remonter sur ce côté GNR. Voilà. Et un autre point aussi qui nous touche, qui touche aussi les entreprises, c'est les délais de paiement qui s'allongent. Vous conjuguez ça avec une réduction d'activité, donc vous avez un effet ciseau de moins d'activité et derrière une trésorerie qui se dégrade, n'est pas non plus très efficace. Donc la fédération au niveau national se bat auprès du gouvernement pour réduire ces délais de paiement, et surtout ce qui pose problème, c'est le premier rejet de nos factures, qui est assez rapide pour des petites modifications sur Chorus. La facture est rejetée d'un pli et ça vous fait repartir pour un tour, et vous perdez donc des semaines voire des mois d'encaissement, donc la trésorerie des entreprises s'en ressent impactée. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer. Merci pour ces messages, merci à l'un et à l'autre. Un mot à ajouter en ouverture, sachant que bien entendu vous restez avec nous et vous serez là en conclusion. C'est exactement ça, c'est un mot en ouverture, parce qu'après nos échanges, et qui sont indispensables parce que c'est vraiment notre quotidien, aujourd'hui ce sont les travaux loiretains. Et je l'ai dit tout à l'heure, merci à tous d'être fidèles et de venir nous présenter l'environnement économique local. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette journée. Alors c'est d'échanger sur notre actualité, mais c'est aussi parler de l'activité, de cette dynamique qu'il y a. Et en particulier sur notre territoire, on a la chance d'avoir un territoire qui est dynamique, on a la chance d'avoir des élus qui sont autour de nous, qui sont présents. Quand on vous appelle, vous êtes toujours là et vous venez nous présenter, vous êtes fidèles, vous venez nous présenter l'activité locale. Et voilà, donc mot d'ouverture, aujourd'hui c'est quand même une journée, on parle de notre actualité, mais enfin on parle surtout de l'activité à venir, et ça c'est très positif avec les acteurs locaux. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les deux, et
sans transition, comme on dit, on va installer la première table ronde à laquelle je vais inviter les acteurs du logement.